Alors, l'affichage. L'affichage extérieur, en fait, c'est le plus vieux média du monde. On peut le faire remonter aux ordonnances de François Ier, qui étaient placardées sur les murs des rues. Premier exemple d'affichage municipal. Un peu plus proche de nous, on peut aller jusqu'au 19e siècle avec Toulouse-Lautrec et ses lithographies publicitaires. Alors du coup, on peut presque considérer que Toulouse-Lautrec, c'est un peu le premier directeur créa freelance en France. Média historique donc, média aussi hyper puissant, à tel point qu'il a même été interdit, et qu'il est encore parfois interdit à certains endroits. Donc hyper puissant. Et média enfin le plus récent. Parce qu'avec le DOOH, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, donc le Digital Out of Home, l'affichage numérique hors de chez soi, c'est comme ça qu'on appelle tout simplement la nouvelle version de l'affichage extérieur, les créations s'animent, puisqu'on n'est plus sur de l'affiche papier, on est sur des écrans. Donc les créations s'animent, les affiches prennent vie, et on peut raconter des tas de nouvelles histoires. Alors le digital en tant que tel, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, c'est absolument génial, on peut faire des trucs super, du retargeting, de la communication personnalisée, automatisée, one-to-one. Donc merci Nam, maintenant je comprends pourquoi j'ai toute la panoplie Couples, c'est que je me suis bien fait comprendre par tes algorithmes, qui savent rester humains, j'ai bien compris. Donc on peut faire des tas de trucs avec l'affichage, avec le digital, pardon, c'est super, mais on peut aussi faire des tas de trucs avec l'affichage en digital, comme par exemple faire émerger les marques. Évidemment, très classique, c'est le but qui nous réunit tous aujourd'hui, ça n'a jamais changé, on a beau avoir plein d'innovations, faire émerger les marques, faire connaître nos produits, ça a toujours été ça l'enjeu, sauf que si on fait un petit pas de côté aujourd'hui, on se rend compte que cet enjeu, il se heurte à plusieurs problématiques. La première, c'est la brand safety. On en a parlé aussi tout à l'heure, on avait la personne de Samsung qui nous disait que les marketplaces, c'est génial pour augmenter son reach, sauf que les marketplaces, on se retrouve mélangés à des tas de produits, à des tas de vendeurs, et on n'est pas complètement sûr de la façon dont les produits vont être traités. Et donc c'est exactement ça la brand safety, c'est essayer de faire très attention à où je mets ma marque, comment je communique et quelles vont être toutes les variables qui vont impacter ma marque. Et on n'a pas envie d'être cette compagnie aérienne qui a acheté en programmatique et puis qui se retrouve au beau milieu d'un article qui relate un crash aérien. On n'a vraiment pas envie d'être cette marque. Donc comment on fait ? On essaye de tout contrôler, de faire très attention et on prend peu de risques. Deuxième grand enjeu, évidemment on n'en parle que de ça depuis ce matin, le ROI. Alors je pense que si on parle que de ça, sans vouloir faire un peu de psychanalyse de comptoir, c'est parce qu'en fait, dans la com, on a été frustré pendant des décennies sur le fameux ROI de la com, le fameux ROAS, Revenue on Ad Spend. À chaque fois, on s'était dit, mais combien ça me rapporte de mettre mon argent dans tel ou tel média ? Et en fait, avec le digital, avec la data, depuis 15 ans à peu près, on a eu un flot de mesures et une capacité de mesure incroyable démultipliée. Et aujourd'hui, on traque tout, on mesure tout. On fait du device tracking pour être sûr qu'on a le bon KPI de Drive to Store. On fait de l'eye tracking pour être sûr que la personne regarde la créa au bon endroit, au bon moment. Donc on mesure absolument tout, parfois un peu jusqu'à un peu la caricature. Et puis surtout, on est très dépendant. On est très dépendant des algorithmes de mesure que souvent on ne contrôle pas. Donc en fait, quand on factorise tout ça, d'un côté la brand safety, de l'autre côté le besoin absolument de maximiser toute action de com en héroïste, en fait on se rend compte que communiquer c'est prendre un risque. En fait, paradoxalement, les communicants qui devraient être des gens ultra créatifs deviennent en fait des gestionnaires de portefeuille, un peu comme des traders qui doivent gérer leurs risques avec un portefeuille d'actions, un coup risqué, un coup pas risqué. Mais en fait, pareil, on va faire des opérations de com où on va faire attention, essayer d'émerger, mais pas trop quand même. On ne sait jamais, avec la viralité des réseaux sociaux, ça peut vite être compliqué. Donc en fait, on va gérer un risque et c'est hyper dur d'innover. Alors, comme innover, ça reste quand même important, on s'est dit, il faudrait trouver une façon, il faudrait un média qui permet de s'appuyer sur un rationnel puissant, technologique, une belle couverture, historique, et qui peut en plus apporter de nouvelles choses dans la narration publicitaire. Et encore mieux, on pourrait faire ça dans cette espèce de moment clé où on n'est plus chez le client il était chez lui, il s'est renseigné, ça c'est fait, il n'est pas encore en magasin, il n'est pas encore devant le produit, il est exactement entre les deux, en mobilité. Donc c'est exactement ça que permet de faire l'affichage, qu'il soit de l'affichage digital ou de l'affichage papier. Il permet de communiquer, de prendre la parole au moment où le client s'approche du produit, au moment où il déambule dans la rue, dans un centre commercial, dans une gare, dans une station de métro. Alors, comme je le disais, média historique, donc hyper couvrant, c'est un média où vous ne pouvez pas faire quelque part dans la rue sans trouver un panneau publicitaire. Globalement, vous avez sur les GMS, par exemple, grande et moyenne surface, il y a 87% du parc de GMS en France qui ont au moins un ou deux panneaux d'affichage dans leur zone de chalandise. Donc c'est absolument massif.
Et cette couverture massive, on peut la rendre beaucoup plus granulaire, justement, grâce à la data et au digital. On est capable de cibler chacun des panneaux de Clear Channel, par exemple, à environ 2300 critères socio-comportementaux et socio-démographiques qui sont collés au panneau, et on sait exactement dire le type de population qui passe devant le panneau à quel moment de la journée. Et on est capable, en plus, de cibler la communication sur un réseau d'écran national ou un réseau d'affiches national. On peut sélectionner des faces en fonction des besoins de la marque. Et en plus, grâce cette fois au Digital Out of Home, on peut contextualiser la communication en la rendant différente entre midi et 2 ou entre 16 et 17, en la rendant différente s'il fait beau, s'il fait moche, s'il y a un résultat sportif quelconque, par exemple. On est capable de contextualiser la communication. Donc on a vraiment cet alliage entre couverture massive d'un côté et contextualisation de l'autre qui permet d'avoir une vraie performance en magasin. Et on a des taux d'uplift qui peuvent aller entre 15 et 20%, 22% en beauté sélective, par exemple, entre des gens qui sont exposés à la campagne, d'autres qui ne le sont pas. Alors, le digital, comme je le disais, c'était plein de KPI dans tous les sens, hyper performant. C'est aussi des histoires, des très belles histoires. À chaque fois qu'il y a un nouveau service qui apparaît sur une plateforme, donc il y a en général une façon de raconter des histoires qui vient avec le service. Il y a eu les stories avec Snapchat, avec Instagram, il y a les challenges avec TikTok, il y a les streams sur Twitch, pardon. Et à chaque fois, il y a des codes qui se créent, une nouvelle grammaire qui se crée. Mais en fait, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'en fait, ces belles histoires, elles sont que sur le smartphone, elles sont que sur le petit écran, et même si on les partage, même si elles sont très virales, en fait, on les consomme à chaque fois tout seul. Et donc, on a créé Hyper Stories. Hyper Stories, c'est justement ça, c'est les stories qu'on connaît tous, qui sortent du mobile et qui vont dans la rue. C'est les stories qui s'animent et qui vont plus simplement sur le smartphone, mais qui vont être disponibles dans les lieux de vie, sur les lieux de shopping, dans les centres commerciaux, dans les rues, dans les stations de métro. Une des premières qu'on a fait, c'est avec Brut. Donc vous connaissez tous Brut, je pense, c'est un des plus beaux succès dans le paysage médiatique français ces dernières années. C'est ces fameuses vidéos virales. Elles sont devenues tellement virales qu'on dit parfois une vidéo à la Brut, alors que c'est même pas une vidéo produite par Brut. Donc c'est vraiment un super succès. Et avec ça, on est capable de réinventer la narration des marques. On est capable, par exemple, et quand je dis les marques, ça peut être aussi des types de marques différents, comme par exemple les mairies. Les mairies communiquent sur nos panneaux quand on s'installe chez eux. Et par exemple, la mairie de Rennes a utilisé Brut pour raconter la façon dont ils luttaient contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Et donc là, on a du coup des citoyens qui, à chaque fois qu'ils prennent le bus, ont un panneau devant eux qui leur raconte comment la mairie lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ce n'est pas la mairie qui le dit, c'est Brut. C'est Brut qui le raconte à sa façon, avec le format hyper impactant qu'on connaît tous sur les réseaux sociaux. Et ce qui est valable pour une mairie, c'est valable pour une marque aussi. On a un exemple dont on est hyper fier, c'est la SNCF qui récemment, pendant les grèves, a communiqué sur nos panneaux pour dire à quel point ils étaient fiers d'avoir chez eux des gilets rouges qui, justement, en temps compliqué, vont voir les usagers de la SNCF et vont les aider pour que l'expérience ne soit pas trop dégradée malgré les grèves. Donc c'est une communication très courageuse qui a été permise précisément parce qu'il y a un angle éditorial apporté par Brut. Brut sait faire ce genre de choses et c'est très rassurant pour une marque comme la SNCF d'être encadrée par une narration publicitaire de ce type-là. On revient à la notion de brand safety dont je parlais. Deuxième exemple, qui est issu du fait que les stories, souvent, elles parlent aux jeunes. C'est souvent la communauté de la génération Z ou des millennials qui s'approprient les stories le plus rapidement. Et pour les marques, c'est parfois un peu compliqué, parce que les générations Z, c'est précisément des gens qu'on a toujours un peu du mal à capter. Bon, déjà, c'est les ados, donc c'est compliqué de base. Et puis surtout, si on ne fait pas gaffe, si on a un post réseau social un peu rapide, on se tape vite un OK Boomer, ou pire encore, un TLDW. Alors si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est que vous n'êtes pas bilingue en génération Z, il faut que vous parliez à Jam. Jam, eux, c'est les experts de la génération Z, ils savent leur parler, et ils ont compris un truc, c'est que pour parler aux jeunes, quand je dis jeunes, c'est 15-25 ans, il ne faut surtout pas avoir cette information descendante qu'on a l'habitude d'avoir, tout simplement, dans la publicité. Il faut au contraire rentrer dans un système conversationnel. On va parler avec les jeunes, et on va leur apprendre des choses au détour d'une conversation sur Messenger, et puis leur poser des questions. Et donc, on va du coup s'intéresser à ce qu'ils pensent, littéralement, puisqu'en fait, on va sonder leur opinion, et on va être capable de dire que sur la dernière paire de baskets à la mode, il y a X% des jeunes qui en possèdent déjà 2 ou 4 et qui seraient prêts potentiellement à faire un nouvel achat dans l'année. Donc ça réinvente la façon dont on fait des sondages auprès des jeunes et dont on s'adresse à eux. Et on est assez fiers de l'exemple qu'on a eu avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc suite à la réforme territoriale en 2015, il y a eu 3 régions qui ont été fusionnées. 3 régions qui n'étaient pas exactement les mêmes, puisque c'est la plus grosse région de France, la région Nouvelle-Aquitaine maintenant, et ils avaient un souci existentiel qui était de se dire comment est-ce que les jeunes me considèrent? Est-ce que je suis encore attractif aux jeunes pour les jeunes en tant que région? Donc ils ont posé exactement cette question-là à Jam, ils ont dit aidez-nous à comprendre ce que les jeunes aiment ou n'aiment pas chez nous.
Et là, c'était assez magique, puisqu'avec la façon de faire de Jam, on a eu plus de 3500 contributions en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, il y a 3500 jeunes qui, globalement, s'intéressent à rien. Là, d'un seul coup, sont intéressés à la région parce qu'on a écouté ce qu'ils avaient à nous dire et ils nous ont dit ce qu'ils aimaient faire le temps d'un week-end dans la région. Donc ça, c'est comme Brut, c'était beaucoup trop cool, beaucoup trop beau pour le cantonner au smartphone. Ça ne pouvait pas être juste un post Instagram, même avec un reach incroyable. Il fallait que ce soit dans la rue, il fallait que ce soit dans la région, dans les centres commerciaux et dans les rues de la région. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Dernier exemple, Too Good To Go. Un peu comme Brut, je ne vais pas le présenter trop longtemps parce que je pense que vous connaissez tous. C'est une des plus belles innovations dans le retail en France ces dernières années. C'est la capacité de retrouver dans un pool pas loin de chez soi des des invendus, et qu'on va pouvoir récupérer à prix cassé. Et donc Too Good To Go, c'est super parce que c'est à la fois une innovation de business hyper maligne puisque ça permet de lutter contre les invendus et c'est surtout hyper vertueux pour l'environnement puisque ça lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ça, pareil, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop important même pour être cantonné au smartphone. Alors certes, ils ont 5 millions de téléchargements, c'est un reach incroyable avec le si peu d'années qu'ils ont. Pour autant, nous, on a 18 millions de contacts par semaine avec nos panneaux publicitaires. Donc on s'est dit, on va faire exactement ça, on va mettre Too Good To Go sur les panneaux et on va géolocaliser les panneaux pour dire qu'à 100 mètres ou à 50 mètres à droite, vous avez un sushi shop, un Starbucks ou une croissanterie qui propose justement des paniers Too Good To Go. Voilà, en conclusion, le DOH, donc le DOH, Digital Out of Home, ça s'appuie sur les fondamentaux historiques du média affichage et ça absorbe une partie de la technologie qu'on estime être pertinente pour raconter des histoires et prouver l'efficacité de ces histoires. Et on crée un écosystème vertueux donc, pour les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, et qui ont donc du coup une déambulation plus concernante, plus intéressante et parfois plus fun dans la rue. Pour les partenaires contenus et services comme Brut ou Too Good To Go, qui ont face à eux un reach incroyable et qui du coup ont une caisse de résonance pour leurs services. Puis enfin, pour les retailers et les marques qui ont là un terrain de jeu tout nouveau à aller appréhender avec nous pour justement réinventer la façon dont ils existent dans le paysage publicitaire et essayer de réinventer leur expérience dans les lieux de vie. C'est un écosystème qui est appelé à grandir, on va avoir des nouveaux partenaires et on n'attend plus que les marques pour jouer avec elles, pour justement participer à cette réinvention à la fois du média et de leur identité narrative. Merci à tous.